Steve Nadja. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du département opinion à l'IFOP et vous avez remporté le mois dernier le prix Aujourd'hui pour votre dernier livre, La France d'après, publié aux éditions du Seuil. Après le succès de l'archipel français et de La France sous nos yeux, vous y dessinez dans cet essai passionnant et souvent original par ses objets d'étude la nouvelle architecture politique, sociologique et culturelle du pays. Une France où le clivage droite-gauche a été balayé par le duel Macron-Le Pen, ou une tripartition plus large Macron-Le Pen Mélenchon. Dans quelle mesure la prochaine présidentielle, Jérôme Fourquet, pourrait ralentir ces mutations, ce Big Bang démarré en 2017 ? Alors je reprendrai volontiers la formule d'un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, pour ne pas le nommer, qui disait « la poutre travaille encore ». Il disait ça en 2018. Et je pense que le Big Bang électoral auquel nous avons assisté à partir de 2017, avec le surgissement d'Emmanuel Macron, l'effondrement du Parti socialiste, puis en 2022, la réitération de ce Big Bang, avec cette fois également le deuxième pilier, le pilier des Républicains, le deuxième pilier historique qui, à son tour, s'est disloqué. Je pense que cette phase de décomposition-recomposition n'est pas arrivée à son terme. Mais elle se fera sans Emmanuel Macron la prochaine fois. Alors, voilà. Et donc, comme vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui 3 pôles. Et donc, ça diffère déjà très sensiblement de notre architecture bipolaire historique. Et on peut s'interroger sur la capacité de survie de ce gros bloc central dont le ciment et l'architecte, du fait de la Constitution, ne pourra pas jouer la partie, si je puis dire, en 2027. Alors, il y a néanmoins des forces de coagulation importantes dans ce bloc central qui peuvent contrecarrer les velléités des différentes écuries personnelles de revendiquer chacune un morceau de l'héritage. D'abord, une cohérence idéologique autour de la construction européenne, de la nécessité de transformer et d'adapter notre modèle social et économique. Donc ça, c'est quand même ce qui fait tenir ensemble beaucoup de ces électeurs. Et puis, un deuxième adjuvant très puissant, c'est la peur dans ces électorats centraux de la victoire des extrêmes, qu'il s'agisse de la France insoumise ou du Rassemblement national, ce qui pourrait peut-être permettre à ce bloc central de rester groupé et compact dans la prochaine échéance. Et qui pourrait être incarné par une personnalité comme Édouard Philippe que vous citiez tout à l'heure, qui peut répondre à ces deux attentes. Alors, bien malin qui peut dire comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'il sera en capacité de fédérer, et est-ce que les autres héritiers putatifs s'effaceront derrière lui? On le verra. Encore une fois, les choses sont en train de s'écrire. Et je considère dans mon livre qu'en fait, ce Big Bang électoral n'est qu'une traduction tardive ou une mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde du pays sur le plan culturel, économique, social, qui s'est métamorphosé en une quarantaine d'années. Et le dernier étage de l'édifice, qui était l'étage électoral, était resté jusqu'à présent relativement stable. Mais c'était illusoire de penser que, vu que tous les soubassements avaient été transformés en profondeur... La désindustrialisation, le développement du secteur tertiaire, notamment. Notamment l'effondrement d'un certain nombre de grands référentiels, l'intégration de plus en plus poussée de notre société, de notre économie dans une globalisation, la montée de la question de l'insécurité, la transformation démographique du pays avec la poursuite de l'immigration. Tout ça a redessiné en profondeur notre société et, comme souvent dans l'histoire, les grands événements se produisent quand on a la rencontre entre ces courants tectoniques de fond et puis en surface, le surgissement soit d'une personnalité qui saisit l'opportunité du moment, soit un certain nombre d'événements qui font faire que les planètes vont s'aligner. Quelque part, lors de l'élection présidentielle de 2007, François Bayrou avait déjà tenté ce que 10 ans plus tard, Emmanuel Macron réussira à faire, c'est-à-dire l'offensive par le centre, la volonté de transformer le pays, de dépasser le clivage gauche-droite. Mais et il n'est pas étonnant qu'il se soit rallié finalement Emmanuel Macron 10 ans plus tard. Très vite. Alors, peut-être qu'il n'avait pas le talent d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que le pays n'était pas suffisamment mûr et le vieux paysage suffisamment décomposé pour que tout cela se produise. Emmanuel Macron a fait quelques années dans la banque et on dit parfois dans la banque, notamment anglo-saxonne, time to market. Il faut être à l'heure avec le marché. Quand on est trop tôt, ça marche pas. Quand vous arrivez trop tard, quelqu'un a pris l'idée. Et donc, Emmanuel Macron a eu l'intuition que
le système était mûr pour cette grande OPA qu'il a réalisée en 2017 et qui a produit les effets en cascade dans lesquels nous nous situons toujours aujourd'hui. Jérôme Fourquet, vous analysez dans ce livre l'évolution politique d'un certain nombre de fiefs. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, un bastion rouge historique, mais où le PC n'a cessé de reculer, où l'empreinte culturelle et religieuse musulmane s'est accentuée. Avec quelles conséquences politiques lors des dernières élections locales ? Alors, on a dans ce vieux fief de la banlieue rouge une rétractation régulière de l'empreinte de ce qu'on appelait le communisme municipal. Le PC détient encore un certain nombre de villes, 5 ou 6 de mémoire en Seine-Saint-Denis, mais il en a détenu jusqu'à une vingtaine dans les années 70, en s'appuyant notamment, on l'oublie parce que tout ça a été très rapide, en s'appuyant sur un tissu industriel très important. Là où aujourd'hui on a construit le Stade de France, c'était la deuxième concentration d'industrie lourde en Europe, la plus importante après la Ruhr. Qui produisait par ailleurs, en conséquence, des élus pour le Parti communiste. Alors oui, quand vous regardez le profil sociologique des élus communistes dans ces villes, vous avez des chaudronniers, des métallos, des tourneurs-fraiseurs, des ajusteurs, et donc ils étaient complètement en phase avec la sociologie ouvrière de ce territoire. Donc tout ça s'est effondré industriellement parlant, et l'autre ingrédient majeur, bien évidemment, c'est l'immigration, puisque la Seine-Saint-Denis est un des départements qui accueille le plus de nouveaux arrivants sur notre territoire. Juste de chiffres, dans les années 80, 15% des nouveau-nés en Seine-Saint-Denis reçoivent des prénoms arabo-musulmans. Au milieu des années 80, on est à plus de 50% aujourd'hui. Donc le changement démographique et culturel est majeur. Et aujourd'hui, ce département reste très marqué à gauche, mais c'est une autre gauche, notamment la gauche LFI, qui est sur des positions, on l'a vu, sur la question du conflit israélo-palestinien, sur la question de la laïcité, qui est assez différente de ce qu'on a connu historiquement. Et on va y revenir dans un instant. Vous y notez qu'en même temps que le nombre de mosquées s'est développé en Seine-Saint-Denis, les enseignes McDonald's et plus globalement les références à la culture américaine s'y sont accentuées. Et j'ai repensé en vous lisant un fameux livre de Benjamin Barber dans les années 90, Djihad versus Macworld, dans lequel Barber affirmait que la mondialisation économique néolibérale, le Macworld, générait des réactions de repli identitaire, notamment sur une base religieuse, mais pas seulement. C'est cette même logique qui s'applique ici, en France ? Oui, en partie. Donc, il y a des éléments paysagers très cocasses. Hein. Je m'amuse à relever, par exemple, les adresses des restaurants McDo en Seine-Saint-Denis. Et donc, ils sont boulevard Lénine, avenue Paul Vaillant-Couturier. Donc, on a la vieille couche rouge communiste sur le nom des rues. Puis McDo a gagné le match, si je puis dire. Mais à côté de ça, on va avoir une mosquée, un magasin ou un restaurant halal, etc., etc. Et donc, on est bien dans cette société archipélisée où les référentiels se sont très fortement diversifiés et parfois sur des territoires qui sont très, très contigus. Alors depuis 2 mois et les massacres du 7 octobre en Israël, on assiste à un regain d'antisémitisme en France, une période marquée également par des déclarations très controversées sur le Hamas et sur la lutte contre l'antisémitisme de la part d'élus de la France insoumise. Est-ce qu'il faut mettre en rapport ces prises de position avec cet ancrage électoral de LFI, notamment en Seine-Saint-Denis ? Alors, moi j'ai la faiblesse de penser que oui. Cela étant dit, on a historiquement une sensibilité très forte à la cause palestinienne dans la gauche française. On le voit, le tournant, c'est la guerre des 6 jours avec l'émergence du problème des territoires occupés et un mouvement national palestinien qui à l'époque est laïque et très marqué à gauche. Et donc il y a une connexion, une proximité très forte entre la gauche de la gauche française, le PC, une partie de l'extrême gauche. On se souviendra que un certain nombre d'intellectuels d'extrême gauche, par exemple, avaient apporté leur soutien aux commandos palestiniens qui avaient commis l'attentat de Munich pendant les JO. Donc il y a cette histoire-là. Et on revient sur la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de villes communistes en Seine-Saint-Denis étaient jumelées avec des villes ou des camps palestiniens. Et donc, à chaque fois, on nous dit qu'il ne faut pas importer le conflit. Mais il y avait ces actions qui étaient menées. Et puis, à cette, si vous voulez, raison historique, ou à ce tropisme historique, on a aujourd'hui sans doute aussi des considérations électoralistes, en ce sens que, comme souvent, un élu va quand même faire la politique de sa circonscription, de son territoire d'élection. Et il n'a pas échappé à la sagacité de Jean-Luc Mélenchon
le fait que 69% des électeurs qui se déclarent de confession musulmane ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le seul parti qui profite du vote d'un vote religieux aujourd'hui ? Alors, non. On voit que historiquement, l'électorat catholique pratiquant votait fortement à droite. Par exemple, en 2017, François Fillon, qui fait 20% excusez-moi, au niveau national, réalise plus de 40% des voix chez les catholiques pratiquants, donc il y a une vraie prime. À la dernière élection présidentielle, l'électorat catholique s'est scindé entre une branche qui restait fidèle à la droite classique, mais beaucoup qui ont voté pour Emmanuel Macron. Quand on peut analyser... Et pas pour Éric Zemmour ? Une partie, 10 ou 15%. Et quand on peut analyser le vote de l'électorat juif, notamment dans certains bureaux de vote test, comme ceux bien connus de la Petite Jérusalem à Sarcelles, ou le vote des franco-israéliens qui sont inscrits sur les listes consulaires en Israël, là on voit qu'on avait un vote Zemmour qui était très fort. Mais au sein de l'archipel français, vous n'avez aucun groupe social ou culturel qui a voté aussi homogènement pour un candidat que l'électorat musulman en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est ça que Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont en tête, avec derrière aussi l'idée que dans ces quartiers, non seulement ils ont fait un bon score, mais il y avait aussi beaucoup d'abstention. Et que, comme on disait, autant jadis... Vous disiez que c'est 60% des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron sont des retraités. Lors des dernières présidentielles, je crois que c'était ce chiffre-là. Donc il faudrait essayer de convaincre les abstentionnistes parmi la population la plus jeune, plutôt pro-Mélenchon, et ça lui permettrait de remporter quasiment à coup sûr la prochaine présidentielle. Dans la lecture marxiste, on parlait d'une armée de réserve. Et donc, chez les mélenchonistes, on considère que les abstentionnistes de banlieue sont l'armée de réserve qui va permettre de passer le second tour. Et donc, il faut, comme ils le disent explicitement, parler dur et cru sur tous ces sujets, à la fois pour se conforter sa base électorale qui a déjà voté pour lui, mais aussi pour aller chercher de nouveaux électeurs. Et c'est, de mon point de vue, en partie de cette manière-là qu'on peut comprendre ou qu'on peut lire les prises de position très marquées qu'ont eu les représentants de LFI depuis le 7 octobre sur ce sujet hautement sensible. Merci beaucoup Jérôme Fourquet d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre que je conseille vivement à nos auditeurs, La France d'après, tableau politique. C'est publié aux éditions Seuil. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci.